On se retrouve pour l'explication linéaire de Ma Bohème, des cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud. En août 1870, Arthur Rimbaud a 16 ans. Épris de liberté, il fugue et rédige durant son vagabondage 22 poèmes qui deviendront les cahiers de Douai. Paul Verlaine le surnomme l'homme aux semelles de vent, en raison de son amour pour le voyage, pour la vie de bohémien. Ma Bohème est un texte célébrant l'errance, la liberté, mais aussi le monde, la nature. Rimbaud joue avec les règles du sonnet traditionnel et propose un texte novateur, où le vagabond qu'il est évoque le bonheur procuré par la nature, mais aussi chante son amour pour la poésie. Ainsi, nous allons nous demander en quoi ce sonnet original célèbre le monde. Pour cela, nous verrons dans un premier mouvement le vagabondage du poète, du vers 1 à 6, et dans un deuxième mouvement, nous considérerons la nature, synonyme de liberté, du vers 7 à 14. Débutons tout d'abord par notre premier mouvement, le vagabondage du poète. Le vagabond est un poète qui, en raison de sa liberté, enthousiasme les artistes de la fin du XIXe siècle. Lorsque Rimbaud fugue, il goûte au bonheur de l'errance. En effet, la répétition du verbe de mouvement, aller au vers 1, je m'en allais, et au vers 3, j'allais, esquisse le portrait d'un poète voyageur. C'est parce qu'il est libre que le poète s'amuse avec les règles de la poésie traditionnelle. En effet, le premier vers, qui est un alexandrin, présente une césure irrégulière. Dans un alexandrin classique, pour rappel, la césure est après la 6e syllabe. Ici, nous pouvons observer qu'elle se fait après la 4e syllabe. Je m'en allais, césure, les poings dans mes poches crevées. Ce premier vers, en outre, met en évidence la dimension autobiographique de ce sonnet. Deux marques de la première personne du singulier sont visibles. Le pronom personnel « je » ouvre le poème et le déterminant possessif « mes poches, indique que Rimbaud relate l'expérience qui est la sienne. Il est vrai que la pauvreté qu'a connue l'auteur transparaît grâce à l'adjectif « crevé » et au substantif paletot. Si le lecteur comprend que ce poème évoque le vagabondage de Rimbaud, il ignore l'itinéraire de l'auteur. Effectivement, le complément circonstanciel de lieu sous le ciel est extrêmement vague. Il se trouve dans la nature, mais son emplacement demeure imprécis. La liberté physique est alors totale pour le poète. Ce sentiment est tellement intense qu'il se met au service de la muse qui l'interpelle via une apostrophe, muse. Il semble entrevoir une forme d'intimité avec cette muse, ce personnage mythologique. Il semble entretenir une forme d'intimité avec elle, comme le suggère le tutoiement et le substantif féal. Pour rappel, les trois muses sont les fils de Zeus et de Mémosine, fille de Gaïa, terre et d'Ouranos, le ciel. Chaque muse représente et protège une forme d'art. Ce vagabondage paraît, à mesure que les vers se succèdent, offrir une liberté langagière à Rimbaud. L'interjection « oh là là » du vers 4, plutôt orale, est inhabituelle et détonne dans ce sonnet. Toutefois, elle traduit son enthousiasme, sa joie de vivre, son envie de retrouver l'amour, amour splendide. Il faut comprendre que l'errance, au sein de la nature, ouvre le champ de tous les possibles. Ce n'est sans doute pas un hasard si l'adjectif « crevé » rime avec le participe passé « rêver », puisque le vagabondage permet le rêve de Rimbaud. Le vers 5 fait écho aux vers 1 et 2, puisque Rimbaud montre à nouveau sa pauvreté. Les deux adjectifs uniques et larges révèlent une fois de plus le dénuement du poète. Néanmoins, la nature lui offre la liberté, et le vers 6 s'ouvre sur une comparaison plutôt originale, mise en exergue par un tiré. Petit poussé rêveur. Rimbaud devient à son tour un personnage de conte merveilleux, mais ne sème pas des cailloux, mais des rimes, lui permettant de retrouver sa route. Pour illustrer cette idée de rimes qui sont telles des graines dispersées de ça, de là, il utilise un rejet au vers 7 qui met en lumière le substantif rime. J'ai grené dans ma course, rejet, des rimes. Le poète montre son désir de répandre de la poésie partout où il passe. L'utilisation en outre du substantif course révèle cette hâte, cette envie de fuir pour découvrir les confins du monde, mais aussi pour repousser les limites de la poésie. Terminons par notre dernier mouvement, la nature synonyme de liberté du vers 7 à 14. La nature tient un rôle essentiel dans ce sonnet puisqu'elle est synonyme de liberté. Les vers 7 et 8 mettent en lumière la relation particulière que le poète entretient avec elle. Les déterminants possessifs, mon et mes, mon auberge, mes étoiles, indiquent qu'elle semble lui appartenir. De plus, les sonorités douces, allitération M, assonance en OU, rime, mon, mes, doux, froufrou, montrent la dimension maternelle et protectrice de cette nature qui offre un toit à Rimbaud. Il est vrai qu'il l'évoque grâce à deux images poétiques, une métaphore au vers 7, mon auberge était à la grande ourse, et une personnification, mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou.
La présence du substantif roufou est pour le moins surprenante. Ce n'est pas un terme que nous avons l'habitude de rencontrer dans un texte poétique. Ce choix est extrêmement moderne et surtout intéressant d'un point de vue musical, puisqu'en le prononçant, nous avons l'impression d'entendre le bruit du tissu qui se froisse. Ainsi, le sentiment de liberté que Rimbaud ressent gagne tout le poème, tant sur le fond que sur la forme. En effet, dans un sonnet traditionnel, les quatrains et les tercets doivent être grammaticalement indépendants. Ici, pourtant, le second quatrain se prolonge dans le premier tercet. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou, et je les écoutais assis au bord des routes. On parle de sonnet libertin, un choix poétique extrêmement moderne. La dimension maternelle de la nature perdure dans les vers 10 et 11, puisqu'elle nourrit le poète, comme l'indique le rejet. Je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. De plus, la comparaison comme un vin de vigueur, renforcée par l'allitération en V, vin, vigueur, montre à quel point cette nature lui transmet sa force. Le dernier tercet témoigne d'un amour intense et profond pour la poésie. Nous pouvons noter un écho entre le vers 7 et le vers 12 des rimes ou rimants. Il indique comment naît l'inspiration poétique et l'adjectif fantastique nous ouvre un monde vaste et imaginaire. Il montre aussi que l'objet le plus banal devient dans son esprit une chose merveilleuse. Lorsqu'il use en effet d'une comparaison au vers 12 entre les élastiques abîmés de ses souliers et les cordes de la lyre, il en appelle à son statut de poète, au mythe d'Orphée. Pourtant, il rappelle que l'errance est synonyme de créativité, grâce à la rime insolite entre fantastique et élastique. Le monde est une source inépuisable de poésie. Le dernier vers d'un sonnet constitue toujours une chute, que l'on nomme le concetto, mais pas ici. Rimbaud perdure dans ce désir de modernité, puisque le dernier vers aborde à l'image de tout le poème le thème de l'errance, permettant de célébrer une dernière fois son amour du vagabondage, un pied près de mon cœur. En effet, ces souliers, symboles d'errance, sont associés au cœur, c'est-à-dire à l'amour. Arrêtons-nous pour l'anecdote, vraiment pour l'anecdote, sur ce que certains ont vu comme une prémonition présente dans le vers 14, un pied près de mon cœur, puisque je le rappelle, le poète est mort amputé d'une jambe. Certains ont imaginé qu'il avait eu une sorte de prémonition. Vous pouvez citer cela pour l'anecdote, mais ce n'est pas une valeur absolue. Rimbaud célèbre dans ma bohème le bonheur, celui du bohémien. La nature lui offre une liberté physique, intellectuelle, qui se mue en liberté poétique. En vagabondant, il s'amuse des règles de la poésie traditionnelle, un brin provocateur. Mais comme Colette des années plus tard, il célèbre le monde, la nature et surtout toutes les richesses qu'elle lui offre.